Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier la conscience en philosophie. La conscience en philosophie. Dans l'Antiquité, la conscience n'existait pas, seul le nous, l'esprit connaissant, avait une valeur. C'est la modernité philosophique, qui a donné au sujet une conscience. Descartes l'a posée comme le socle de la connaissance, car la conscience a résisté au doute méthodique, elle peut donc servir de fondement sur lequel s'édifierait l'ensemble du savoir, voir. La métaphysique de Descartes, Kant, Hegel, ou encore Sartre reprennent à leur compte, cet acquis de la philosophie moderne. Définition générale du concept de conscience, du latin conscientia, connaissance partagée avec un autre. Sens psychologique, connaissance, intuition ou sentiment qu'un sujet possède de lui-même, de ses états et de ses actes. Sens moral, capacité de formuler des jugements moraux, sur le bien et le mal. Cours sur la notion de conscience. Introduction. Conscience, en latin, conscientia. La conscience, activité psychique qui fait que je pense le monde, et que je me pense moi-même. Et ce parce que la conscience est une mise à distance. La conscience est mise à distance, de l'homme face au monde. De l'homme face à lui-même. La conscience, ce qui fait que je ne suis pas posé dans le monde, comme peut l'être un objet mais que je me rapporte au monde, que je le vise, que je m'y projette. Être conscient, c'est sentir, agir, penser et savoir que je sens, que je pense et que j'agis. L'homme n'est pas posé dans le monde, il s'y rapporte. Par la conscience, le monde devient objet de connaissance et de réflexion. Être conscient des actes accomplis, et des pensées élaborées n'en fournit pas pour autant l'intelligibilité. De plus, la conscience est une mise à distance de l'homme par rapport à lui-même. Elle peut être ce qui lui inflige des expériences douloureuses, la conscience morale, la culpabilité, le remords. Exemple, Crime et châtiment, Dostoïevski, avec le personnage de Raskolnikov, après le double meurtre de l'usurière et de sa sœur. Par la conscience morale, l'homme fait l'épreuve d'actes dans lesquels il a du mal à se reconnaître. En ce sens, la conscience signifie moins l'accès à une identité stable, définie qu'à une tâche à effectuer. Problématique. En quoi la conscience fait-elle la grandeur et la misère de l'homme? La conscience, ce qui permet la connaissance, la conscience, permet à l'homme de répondre de ce qu'il est. Ceci l'élève au-dessus de l'animal. Mais ce phénomène est aussi ce qui le sépare de l'immédiateté et de l'innocence de l'instant. La conscience est donc synonyme de dignité, elle est ce qui permet à l'homme de penser le monde et de se penser lui-même. Mais cette dignité a un prix, elle est une libération qui impose la nécessité de devoir répondre de ses actes et de les assumer. Parallèlement à cela, parce qu'elle permet la pensée, elle est ce qui permet le questionnement philosophique. Si la conscience est ce qui permet le raisonnement philosophique, il semble nécessaire de s'interroger sur l'origine de cette interrogation. À la question « Connais-toi toi-même ?», Socrate répond « Je sais que je ne sais rien ». Négativité de la connaissance, le savoir se pose ici comme la conscience de ne rien savoir. 1. Descartes, la conscience va aboutir comme positivité fondatrice. Les méditations métaphysiques. Cogito ergo sum. Remise en question des perceptions, des opinions et des jugements. Le doute est un outil, il est méthodique, radical et systématique. Il a pour but d'aboutir à la découverte d'une vérité fondatrice, indubitable et certaine à partir de laquelle la science et la connaissance pourraient être refondées. On doute du plus simple au plus complexe, le plus simple, douter des 5 sens, plutôt que de douter de chacune de mes perceptions ce qui serait infini, il faut douter de ce qui permet la perception, les 500. Voir texte du morceau de cire, et de la tour qui semble carrée et qui en fait l'air ronde. Les sens sont donc trompeurs. Si les sens sont trompeurs, il est nécessaire de douter ce qui fonde mes 5 sens, le corps.
Descartes doute de l'existence de son propre corps. Mais si mes sens sont trompeurs, mes pensées peuvent aussi l'être, doute quant aux vérités mathématiques. Comme celles-ci ne procèdent pas de l'expérience et sont dans mon esprit, il faut bien qu'un être les y ait mises. Douter de ces vérités, c'est donc nécessairement poser l'hypothèse de l'existence d'un Dieu qui ne cesserait de me duper. D'où l'hypothèse de l'existence d'un malin génie. Début de la conclusion, je puis douter de toutes mais pour douter, il faut que je pense et pour penser il faut que je sois, je pense, je suis. Dès que je pense et aussi longtemps que je pense, je suis. L'unique certitude qui résiste au doute, je pense donc je suis. Mais cette vérité affirme le fait que j'existe, elle ne me dit pas la nature de ce que je suis. Être conscient d'exister ne m'informe pas sur l'identité de cet existant. La conscience peut-elle être objet de connaissance? 2. La conscience est une activité. La conscience, une activité qui accompagne mes représentations. Kant, Logique, Intro, 1800. Contrairement à Descartes qui définit la conscience comme une chose, Kant la présente comme une activité. La conscience est une fonction nécessaire de la pensée, mais ne me donne pas la connaissance de ce je que je suis. Pour identifier ce moi, il est nécessaire que le pouvoir d'identification soit initialement dans la conscience, pouvoir d'identification qui permet d'établir la relation entre sujet et objet. Kant distingue la représentation de la connaissance, la matière de l'intuition, la sensibilité, la forme, l'entendement. Selon Kant, la connaissance procède de deux sources, la sensibilité et l'entendement. Sans la sensibilité l'entendement est vide, sans l'entendement, la sensibilité est aveugle. Voir. La critique de la raison pure, sensibilité, faculté par laquelle les objets me sont donnés, réceptivité, sensation. Entendement, faculté intellectuelle par laquelle les objets sont pensés, faculté de connaître. Faculté intellectuelle qui produit les concepts à partir desquels des intuitions sensibles, sont reliées entre elles et ordonnées car subsumées. Subsumer, ranger une intuition sensible sous un concept, donc identifier, connaître. Ex, celui qui voit une maison pour la première fois, simple intuition. Celui qui voit une maison et qui a déjà, dans son entendement le concept de maison en est la représentation. Le j'accompagne toutes mes représentations et les unifie. La conscience, le jet originaire. Il est ce qui permet cette unification et la conscience de soi, procure aux représentations leur cohérence. Pour que les représentations soient unifiées, il faut admettre ce pouvoir unificateur, comme ce qui permet la connaissance, donc le penser comme originaire. La conscience est donc une activité, elle est un pouvoir de synthèse. Le sujet ne peut prendre conscience de lui-même qu'à travers cette activité. Comme, la conscience de soi ne peut apparaître que lorsqu'elle se réalise, elle ne peut pas être une connaissance de soi, car elle est ce qui permet la connaissance. La conscience, lorsqu'elle se prend elle-même pour objet de pensée ne peut se penser à vide. Elle se pense à partir des contenus de pensée qui l'investissent. La conscience présente ainsi un caractère paradoxal, elle est ce qui permet la connaissance de l'objet, mais elle ne peut être elle-même objet de connaissance. La conscience immédiate est la conscience réfléchie, la connaissance du monde, la connaissance de soi. La conscience de soi se définit, comme la possibilité pour le sujet de prendre pour objet de connaissance ses états de conscience. La conscience se retourne sur elle-même pour penser ses contenus de pensée. La conscience participe ainsi de deux mouvements. 1. La conscience immédiate, elle est celle qui accompagne les actes du sujet, avoir conscience de quelque chose de. La conscience réfléchie, celle dans laquelle le sujet se pense lui-même comme conscient de quelque chose. Exemple, Kant. Le passage de la simple conscience de soi Charles veut manger à je veux manger, la conscience de soi, Kant, avant il se sentait,
Maintenant il se pense les deux mouvements fonctionnent ensemble, toute conscience est toujours conscience de quelque chose, et je ne peux prendre conscience de ce que je suis, qu'en me regardant au travers des actes accomplis. La conscience réfléchie présuppose la pensée immédiate. De la même façon, le sujet ne peut avoir conscience de quelque chose que parce qu'il s'y sait présent, je n'ai conscience du monde que passe, que je suis conscient d'y être. La conscience immédiate présuppose la conscience réfléchie. Elles sont donc inscrites dans une activité, dans un mouvement, donc dans une temporalité qui entrelace la conscience immédiate et celle réfléchie sans pour autant les faire coïncider. Cette absence de coïncidence avec soi clairement chez Bergson. Cette non-coïncidence apparaît avec la notion de durée. Le mouvement effectué inscrit la conscience dans la durée. La conscience établit une relation entre le passé, le présent et l'avenir. 3. La conscience et la temporalité. Texte d'Henri Louis Bergson. L'énergie spirituelle. 1. La conscience est conservation du passé. 2. La conscience est mouvement vers l'avenir. 3. Donc la conscience est un lien entre le passé et l'avenir car c'est le rapport à la mémoire et au projet qui caractérise la conscience. Bergson lie le savoir à la mémoire et à l'anticipation. La mémoire est une fonction du passé. 1. La conscience est attention portée au présent. Elle est donc fondamentalement pratique. 2. La conscience chez Henri Louis Bergson est une chose concrète, c'est-à-dire une réalité dont nous faisons l'expérience à chaque instant. Elle apparaît d'autant plus clairement, qu'elle se réalise à chaque rapport au monde, car elle accompagne chacune de nos perceptions et chacun de nos actes. 3. La conscience se caractérise par la mémoire. Une conscience sans mémoire serait une conscience inconsciente, une conscience sans conscience d'elle-même, une conscience qui ne pourrait jamais rien identifier, et serait ainsi confrontée à un perpétuel inconnu. Or la conscience est le lieu dans lequel les événements s'impriment. Elle se définit d'abord par la perception des objets, qui nous environnent et cette perception implique la mémoire. Percevoir, c'est se souvenir, d'Henri Louis Bergson. Être conscient, signifie être capable d'effectuer le lien entre un événement présent et un événement passé afin que celui présent puisse être identifié, reconnu et que je puisse agir dans le monde des dons qui vivent. 4. La conscience est aussi tension vers l'avenir, anticipation car agir dans le présent, signifie nécessairement s'engager dans ce que ce présent va devenir. Si la conscience rapporte l'événement présent à celui passé pour pouvoir identifier celui présent, si la conscience est relation à l'événement présent à partir de l'avenir qu'il annonce, quelle relation la conscience peut-elle avoir avec le présent? Si la conscience est en relation avec ce qui est plus, le passé, et ce qui n'est pas encore, l'avenir, quelle relation a-t-elle avec ce qui est, l'instant présent? L'instant présent est par nature fugace, fugitif. Commencer à percevoir l'instant présent, signifie qu'il n'est déjà plus du présent, mais déjà du passé car la pensée s'y applique, l'instant est alors déjà un souvenir. De la même façon, anticiper le présent est impossible. L'instant n'existe pas, dès qu'il apparaît, il n'est déjà plus, il est déjà du passé, aussi longtemps qu'il est attendu, il n'est pas, c'est de l'avenir. Dès lors, le présent n'est qu'une durée participée par le passé immédiat et l'avenir imminent. Le présent, c'est quelque chose qui dure. Là où Descartes voyait la conscience comme une chose qui pense, Henri Louis Bergson voit une chose qui dure, qui s'écoule. Pour Bergson, la conscience est progrès et son inspiration dans la durée, fait que l'homme est ce qu'il fait et fait ce qu'il est. Si la conscience est happée par le passé et tendue vers l'avenir, la conscience est mouvement, visée. 4. Toute conscience est conscience de quelque chose, Edmond Husserl. Tout cogito porte en lui son cogitatum, auquel elle se relie et dont il se distingue. La conscience a toujours relation avec autre chose qu'elle-même.
il y a toujours une distance entre la conscience et l'objet qu'elle vise. Même lorsque la conscience prend pour objet de penser ses contenus de pensée, exemple, ses souvenirs, elle ne parvient pas à les penser tels qu'ils étaient au passé parce qu'elle ne peut les appréhender que relativement au présent dans lequel elle est. La conscience est projet, visée du monde, elle est intentionnalité. Intentionnalité, visée, projection vers le monde. La conscience n'est plus comme une intériorité close sur elle-même, elle est visée, projection. Avant d'être réflexive, retour sur elle-même, la conscience est initialement en relation au monde en tant que je suis un être qui désire, qui agit et qui anticipe. Parce qu'elle s'anticipe, la conscience est donc toujours déjà au-delà d'elle-même, elle est visée d'un ailleurs pour orienter son agir dans le monde. La conscience est donc donatrice de sens, de signification. La signification n'est pas dans la chose, c'est la conscience qui donne leur sens aux choses qu'elle vise et qu'elle perçoit. Mais si la conscience est donatrice de sens, si elle ne se règle plus sur l'objet pour le connaître, mais fournit un sens à l'objet, alors la conscience ne peut plus être pensée, comme le lieu d'une vérité unique, absolue. Il apparaît alors légitime de se poser la question suivante, penser la conscience comme prévalant sur la conscience, est-ce une vérité ou une simple interprétation? 5. La mise le doute de la suprématie de la conscience sur le corps. Texte de Friedrich Wilhelm Nietzsche, Aurore, 1880. 1. La conscience n'est que le simple écho du corps qu'il apporte au monde. Plus que cela, ne serait-ce pas une simple interprétation, que l'on aurait posée comme vérité pour des raisons morales, pratiques? Si la conscience est donatrice de sens, penser la conscience comme supérieure au corps, n'est-ce pas une simple interprétation plutôt qu'une vérité, une croyance et non un état de fait? 2. Avec le cogito, Descartes avait signalé la séparation de l'âme et du corps. Cependant, Descartes, affirmant par la suite que je ne suis seulement logé dans mon corps, ainsi qu'un pilote dans son navire, il finit par réunir l'âme et le corps car l'expérience de la faim et de la douleur physique montre que le corps peut troubler la pensée. Et cette réunion n'est pas sans conséquence, car elle conduit nécessairement à s'interroger sur l'influence du corps sur la conscience et de la conscience sur le corps. Cette interrogation est fondamentale dans l'œuvre de Friedrich Wilhelm Nietzsche. La conscience selon Nietzsche. Traditionnellement, la métaphysique et la philosophie ont toujours pensé la conscience comme ontologiquement supérieure au corps. Ceci n'est qu'un postulat avancé pour des raisons pratiques et morales, elles servent à responsabiliser l'homme quant à ce qu'il est et ce qu'il fait, à le rendre coupable et justifier ainsi le châtiment. Avant cela, la métaphysique avait déjà posé tout, ce qui est immatériel comme ontologiquement supérieur au sensible, l'âme, l'esprit, la conscience sont donc valorisés et le corps, le sensible déprécié. Friedrich Wilhelm Nietzsche opère un reversement de cette hiérarchie, il pose la conscience comme dérivative du corps, la conscience est une évolution dernière et tardive du système organique. Selon Nietzsche, le corps est premier, il est pluralité de forces, de pulsions qui luttent les unes contre les autres, les unes avec les autres. Ces forces constituent ce que Friedrich Wilhelm Nietzsche appelle la volonté de puissance, force qui cherche son propre accroissement, qui est toujours en devenir. Le moi est donc multiple et l'individu vit une pluralité de sensations, d'identités, de rôles. Réduire la conscience à une unité, c'est vouloir enfermer l'homme dans une identité unique, c'est vouloir le réduire à un seul rôle, et ce rôle est défini par la philosophie, comme celui de l'animal rationnel. Or, selon Friedrich Wilhelm Nietzsche, tout acte de volonté comporte premièrement une pluralité de sentiments. L'unité du je pense n'est donc qu'un préjugé, une illusion de la grammaire qui laisse croire que le je décide de la pensée, alors qu'en fait le je n'est que la conséquence d'une multitude de luttes continuelles entre les différentes forces qui animent le corps. L'unité de la conscience est donc une illusion pratique,
car face à la pluralité du monde, il est rassurant de se penser, comme une unité plutôt que de se penser, comme pris dans un devenir permanent, et donc d'être toujours autre à soi-même. Première illusion de la conscience se pose comme cause d'elle-même, elle se croit substance et se pense, comme étant à l'origine de ses pensées. Or, la conscience n'est pas ce qui donne des ordres, mais qui ne fait qu'obéir à ce que le corps impose, les pensées viennent à moi quand elles le veulent et non quand je le décide. La conscience n'est que le simple écho du corps. La conscience n'a accès qu'à la surface des choses. Penser que l'on connaît les raisons qui nous font agir, c'est en fait se méprendre car ces raisons fondamentales, sont en profondeur et échappent à la surface. La croyance en l'ego n'est donc qu'une illusion, le moi rationnel n'est qu'un mythe, une fiction métaphysique et la souveraineté de la conscience sur le corps, un fantasme. On peut alors comprendre le sens du cogito brisé chez Ricoeur, le moi n'est pas transparent à lui-même. Le moi n'est pas une identité qui est donnée de façon définitive au départ, une fois pour toutes, mais une identité qui ne cesse de se construire au fur et à mesure, ce qui est une identité narrative. La conscience se manifeste ainsi, par une certaine opacité à elle-même. Conclusion: la conscience se définit, certes, par son activité quant à la connaissance, mais aussi par ses lacunes, ses errances, son opacité. En approchant l'homme relativement à cette opacité de la conscience, force est de constater que celle-ci n'est pas transparente à elle-même. Il y a en elle des choses qui lui échappent, et qui signalent que par-delà ce que la conscience affirme d'autres choses se disent. Penser la conscience signifie, donc aussi penser ce qu'elle ne maîtrise pas au sein du psychisme, et qui peut la remettre en question quant à son autorité. Cette remise en question passera par Nietzsche par la volonté de puissance, par Marx dans le domaine social pour aboutir au thème de l'inconscient chez Freud, inconscient qui induira ce constat fatal, le moi n'est pas maître en sa propre maison. Définition particulière de philosophe sur la conscience, la subjectivité, René Descartes, ma propre pensée ou conscience, discours de la méthode, Jean-Jacques Rousseau, conscience. Conscience. Instinct divin, immortelle et céleste voix, guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre, juge infaillible du bien et du mal, qui rend l'homme semblable à Dieu, cette loi qui fait l'excellence de sa nature, et la moralité de ses actions, Émile ou de l'éducation, Emmanuel Kant. La conscience est une représentation qu'une autre représentation est en moi, critique de la raison pure. Emmanuel Kant, la conscience est la raison pratique représentant à l'homme, son devoir pour l'acquitter ou le condamner en chacun des cas où s'applique la loi, critique de la raison pratique, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, l'homme est un être doué de conscience et qui pense, c'est-à-dire que, de ce qu'il est, quelle que soit sa façon d'être, il fait un être pour soi, phénoménologie. De l'esprit, Henri-Louis Bergson, la conscience est la puissance de choix, l'évolution créatrice, Alain Mortagneau-Perche. La conscience est le savoir revenant sur lui-même, définition, Jean-Paul Charles-Aimard Sartre, la conscience est le refus d'être substance, l'être est le néant, François Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, Pantagruel, Dante Alighieri, pourvu que ma conscience ne me fasse pas de reproches. Je suis prêt à subir la volonté de la fortune, la divine comédie. Je vous en remercie. Bonjour.